Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On a un Bitcoin qui avoisine les 19 000 dollars, un Ether qui touche approximativement les 1300 dollars. Donc le marché est, on va dire, sur un désintérêt assez impressionnant qui fait qu'on a certes une continuation baissière qui peut-être nous attend, mais avant tout pour l'instant un désintérêt et un marché qui ne fait plus grand chose avec des zigzags. Regardez, ça c'est des bougies de journalière, hein, entre les 18 300, les 19 500, les 20 000, etc. Pour revenir aux 19 000, on s'ennuie un petit peu en fait depuis le 20 septembre. Donc bon, ça fait à peu près 20 jours, vous allez me dire, c'est pas si long, mais c'est vrai qu'on s'ennuie. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'assez intéressant à vous montrer sur l'analyse daily du Bitcoin. On va rester sur les daily pour commencer, on va zoomer ensuite un petit peu sur le graphique peut-être, on verra un petit peu ce qui se passe. Mais vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant à reprendre sur l'historique assez court du Bitcoin, donc sur un an, 2 ans, et ce qui se passe en ce moment. On va voir également, hein, que le SP500 est sur le point de breaker à la baisse. Enfin, en tout cas, si on le regarde en daily, hein, là juste avant j'étais en weekly, on voit qu'on n'est pas loin. Le niveau actuel est vraiment sur le bottom précédent. On a fait cette petite mèche. Il faudra voir où est-ce que se clôture cette bougie d'aujourd'hui sur le SP500. Mais clairement, il y a cette chute qui nous pend au nez ici, hein, sur le SP500. Est-ce que ça veut dire que forcément le Bitcoin ira voir des bottoms et des nouveaux plus bas également? On va tenter de répondre à cette question ensemble aujourd'hui. On va ensuite parler de l'USTC. Vous devez vous rappeler, hein, de l'UST avec le crash monumental de Luna, de l'écosystème, etc. Cet ancien stablecoin qui valait 1 $, donc il y a encore 3 mois, aujourd'hui il vaut quasiment plus rien. On va voir pourquoi. C'est quand même ces 7 derniers jours, il a pris en valeur. Il est passé de 3 centimes ici à 6 centimes, donc il a multiplié sa valeur par 2 pour ensuite chuter encore à nouveau. Donc là c'est très récent, c'est aujourd'hui qu'il a rechuté. Pourquoi est-ce qu'il y a un engouement un petit peu qui se crée derrière donc à la fois l'USTC et à la fois le Luna classique? Je vais donc vous parler de ça et enfin on finira par l'analyse de quelques altcoins. Alors je ne sais pas encore lesquels je vais vous passer, je pense que je vais les sélectionner en fonction des graphiques que je regarderai en off, probablement XTZ, XRP, j'ai envie de vous le passer également, XMR qui se comporte pas trop mal, et puis ensuite on va en voir d'autres, par exemple VET, je pense qu'on ira y jeter un œil également, voilà. Bon, et je me réserve le droit de changer les cryptos que je viens de citer, hein, pour les analyses, puisque c'est ma vidéo, c'est moi qui choisis, et puis j'ai pas encore pris ma décision. Allez, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Allez, je vous passe l'intro, je vous dis à tout de suite. Allez, on commence par le Bitcoin. On a déjà vu, hein, son graphique sur le long terme lors des précédentes semaines, en fait, j'en parle assez régulièrement. Donc on va se concentrer sur le daily, voir un petit peu ce qui se passe sur la phase de marché actuelle, c'est-à-dire depuis le 19 juin, hein, on va dire, le moment où on avait touché le bottom sur le Bitcoin, c'est-à-dire les 17 600 dollars. Vous voyez, on n'est pas encore allé en dessous de ce niveau-là, et ça fait quasiment 3 mois. La question c'est est-ce qu'on va y aller? Parce qu'en fait on n'y est vraiment pas loin. Mais on range désormais, là on a touché les 25 000, donc entre les 25 et les 17 800, grosso modo. Ici on n'est pas loin aujourd'hui de ce niveau-là. Il y a quelque chose d'assez intéressant à constater sur ce marché baissier, notamment en daily, hein, c'est que ici, regardez le cours, donc si on prend un peu, regardez on va dire les clôtures des corps de chandelle, on pourrait se tracer une ligne droite comme ça, vous voyez? Une ligne droite qui est quand même baissière, c'est-à-dire que le point de droite est quand même plus bas que le point de gauche, on n'est pas horizontal. On l'est presque, mais on ne l'est pas en fait, hein. Plus j'agrandis, plus on peut l'observer. Et ce que l'on constate, c'est que sur du coup le RSI, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que là on a quelque chose qui monte. Alors on peut dire effectivement, hein, que c'est une divergence, mais pour ça il faudrait que l'on vienne casser ce niveau. Mais casser le niveau quasiment en zone de surachat, c'est un peu chiant en fait, hein, parce que ça veut dire qu'on arrive probablement sur la fin, etc. Ce que je veux dire, c'est que si on a une divergence sur ce niveau-là, au niveau du RSI, c'est cool, parce que vous voyez que quand on casse, on a encore toute cette marge de hausse au niveau du RSI, et donc ça peut pousser le cours plus haut. Là en revanche, si on casse et qu'on confirme cette divergence qu'on a à l'écran, vous voyez qu'on sera déjà sur les 65 au niveau du RSI, et que donc on sera déjà quasiment en surachat. Donc en fait, c'est pas pour ça que je vous dis ça, c'est pas pour vous dire que voilà, si on casse et qu'on confirme cette divergence, on va aller to the moon, etc. Même si on voit d'ailleurs qu'en weekly, si je dézoome, vous voyez là le RSI est sur le point de nous dessiner pourquoi pas une divergence si on vient casser ce niveau-là et qu'on a encore toute cette marge de hausse. Sauf que là on a un weekly. Et le weekly, c'est pas la même échelle de temps, hein. Vous regardez un petit peu le graphique, hop, ça fait vite 6 mois, quoi. Donc ça peut être beaucoup plus long, hein, en fait, pour se construire les choses. Donc voilà, je retourne sur mon daily. Ce que ça veut dire simplement, c'est que le marché est en train de ralentir, qu'on est en train, voilà, de poser les choses. Et mathématiquement parlant, ça veut dire que sur les 14 derniers jours, puisque le RSI est réglé sur 14 et que nous sommes en journalier, eh bien, nous avons eu des mouvements à la baisse
plus importants que des mouvements à la hausse, mais de façon, on va dire, assez légère. On a vraiment un petit peu plus baissé que monté ces 14 derniers jours, puisqu'on est en dessous des 50 au niveau du RSI. D'ailleurs, regardez le 4 octobre, c'était ici, lorsque nous étions là. Si on devait prendre les 14 derniers jours, on avait eu plus de mouvements à la hausse que de mouvements à la baisse, puisque le RSI était au-dessus des 50. Et donc ce qui est amusant, c'est que pour un niveau de prix, on va dire un petit peu plus bas par exemple, que le prix du 4 juillet ou que le prix du 12 juillet, eh ben on a un RSI plus haut. Donc même avec un prix plus bas, on a un RSI plus haut. C'est comme ça que se forment les divergences concrètement. Et ça montre simplement que le mouvement a ralenti de sa baisse, qu'on est repassé sur un range et que voilà, le mouvement, même si on fait des plus bas, ça on ralentit la baisse et le RSI fait quelque chose d'inversé. Voilà. Et c'est un des éléments qu'on recherche lorsqu'on veut voir un retournement de tendance. Voilà, là on est dans une tendance baissière. Si on veut voir un retournement de tendance et voilà, qu'on puisse passer en tendance haussière, un des premiers éléments qu'on doit pouvoir constater, c'est ça, c'est la divergence. Ça ne veut pas dire qu'une divergence induit forcément un retournement de tendance, pas du tout. On peut avoir cette divergence et bim, continuer à la baisse. Mais c'est une première indication pertinente. Bref, je m'arrête juste là pour cette explication et je tiens à préciser que pour pouvoir vous donner cette explication de RSI, j'ai quand même vérifié par moi-même que le calcul fonctionnait. J'ai regardé le calcul sur Wikipédia. J'ai pris les fluctuations du Bitcoin, par exemple, là sur ces trois bougies rouges, j'ai pris 19 565, 19 028. Voilà, j'ai fait la différence des deux. Donc j'ai pris la différence pour déterminer le mouvement, etc. Je l'ai fait pour chaque mouvement haussier, pour chaque mouvement baissier. Et j'ai trouvé un RSI. Alors voilà, j'ai trouvé qu'il y avait 4 mouvements grosso modo. Donc j'ai trouvé qu'il y avait eu un écart de valeur de 1459 $ sur le Bitcoin à la hausse et de valeur de 1818 à la baisse. Et quand je fais mon calcul comme ça, je trouve un RSI à peu près à 44 quelque chose, alors que là je suis sur 43 quelque chose, vous voyez, donc je me suis presque, voilà, j'ai presque bon. Je pense qu'avec, voilà, vu que je l'ai fait à la main, je me suis peut-être trompé sur quelques centaines de dollars, c'est possible, mais ça fonctionne et j'aime bien moi quand j'ai des indicateurs comme ça, RSI ou autre, vérifier un petit peu le calcul pour essayer de bien comprendre comment est-ce que cet indicateur fonctionne. Et si je trouve pas le bon résultat sur le calcul, c'est que clairement j'ai pas compris en fait comment ça fonctionne et qu'il faut que je comprenne vraiment pour ensuite en tirer une conclusion précise. Donc là pour le RSI c'était assez simple et en réalité je l'avais déjà fait il y a plusieurs mois voire années et je trouvais que c'était l'occasion de le refaire avec vous ici. Donc bref, là où je voulais en venir avec cette histoire, c'est que donc ce phénomène, regardez ici en daily, se produit pas si régulièrement que ça. Si on regarde le RSI là, voilà, on était en baisse entre le mois de mars 2022 et le mois de juin 2022. On avait un RSI clairement qui chutait avec un cours, donc c'est pareil, qui chutait. Voilà, pour reprendre exactement la même temporalité. Si on regarde ce qui s'est passé précédemment, alors là il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est que là regardez le cours est monté légèrement parce qu'on était passé quand même de 34 000 à 47 000 et sur le RSI voilà, on avait touché un point quand même extrêmement bas et on est monté également, donc aucune divergence ici, on a chuté de façon assez drastique, voilà, on monte un petit peu mais il n'y a pas de divergence sur le RSI comme c'est le cas aujourd'hui, vous voyez, donc c'était pas le même contexte. Ça ne voulait pas forcément dire qu'on allait continuer de chuter, c'est toujours pareil. Mais voilà, il se trouvait que là, on n'avait pas d'indication, même pas de première indication qui nous indiquait que voilà, on pouvait vraiment se retourner sur ce marché, mis à part un joli W qui s'était formé en weekly, que tout le monde avait remarqué, et moi aussi que j'avais discuté avec vous sur la chaîne en pensant que voilà, peut-être on pouvait aller chercher des niveaux supérieurs. Mais en fait, ce W n'était pas accompagné de divergence, en fait. Et ça, c'est intéressant de le voir avec du recul maintenant aujourd'hui. Bref, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc, on peut observer ici que là, on était sur une phase haussière et le RSI est également monté. Mais d'ailleurs, je tiens à préciser que là, il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'est que le RSI, vous voyez, avait fait quand même un point très très bas lors de cette petite baisse. Et là, ce nouveau sommet entraînait un nouveau sommet également sur le RSI, mais c'était léger là. On n'est pas allé chercher des sommets extrêmes, comme ça a pu être par exemple le cas ici. Vous voyez, à chaque fois, on allait là, on était très très haut, 87 sur le RSI, c'était énorme. Donc ce que je veux dire, c'est que là, bon, ça c'était quelque chose d'intéressant à voir. Sur cette poussée, on n'a pas eu de divergence propre en daily qui s'est dessinée, mais voilà, derrière le marché a chuté. Donc vous voyez que les divergences ne sont pas forcément toujours présentes. Malgré tout, ici, si on regarde ceci, vous voyez que là, on a eu un cours qui est vraiment été en train de latéraliser. C'est un peu la même histoire que maintenant, en fait. Vous voyez, on a un cours qui est plutôt, si on prend ça, sur un canal baissier. Vous le voyez, le canal baissier ici, mais très légèrement. C'est pas une baisse extrême, c'est simplement, on peut même dire que c'est une latéralisation avec un petit penchant baissier, quoi. Bah là, c'était pareil, mais c'était encore
plus prononcé que maintenant. Donc on avait vraiment ce penchant baissier. Et regardez, le RSI là était donc dans le sens inverse. Donc oui, en fait, si on reprend ici, donc là c'était au mois de mai 2021, donc il y a un peu plus d'un an, 1 an et 4-5 mois, donc quasiment 1 an et demi, bah, vous voyez qu'en fait, ce qu'on a ici, ce qui se dessine ici, juste graphiquement parlant, je parle juste de RSI ici, on pourrait coupler ça avec tout ce qui est contrat dérivé, etc. pour essayer de voir si les gens sont plus à l'achat ou à la vente, voir si le désintérêt est vraiment total, si les volumes sont faibles, je pourrais ajouter des volumes. En fait, on peut coupler ça avec plein d'autres choses. Mais juste cette analyse de RSI et de graphique nous montre qu'en fait, le contexte actuel, en tout cas par rapport à ça, ressemble à celui qui était ici en mai 2021. Et c'était un contexte qui avait précédé une hausse assez importante du Bitcoin, sans retour sur les 61,8 de Fibo. Donc ça c'est encore autre chose, hein, les Fibonacci, on en parle souvent sur la chaîne. Vous voyez, on attendait un retour à chaque fois en zone de rechargement, mais ça n'a jamais été le cas. On est monté très très fort, très très vite pour chercher la TH du Bitcoin en fait, hein, des 67 000. Bref, voilà, c'était la petite partie sur le Bitcoin. Et sur le contexte actuel, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui nous dit voilà, si le SP500 chute, est-ce que le Bitcoin donc va faire la même chose et retourner aux 10 000 ? Voilà. Moi j'ai tendance à penser, et je me trompe peut-être, hein, bien sûr, qu'en fait là, les gens qui devaient sortir du marché sont sortis. Et que les personnes qui restent sont des personnes qui sont vraiment déterminées à hold leur crypto. Et si ce que je dis est vrai, si c'est le cas, donc si les gens qui sont encore sur le marché sont des gens comme moi qui sont déterminés à hold, même si le marché chute de 50%, parce que moi aujourd'hui, si demain le Bitcoin perd 50% de sa valeur, je vais vraiment pas revendre mes cryptos. Je vais essayer justement au contraire d'en racheter avec le fiat que j'ai, le peu de fiat que j'ai, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que je me trompe. Il y a peut-être en fait que je me trompe. Et peut-être qu'il y a plein de gens en fait qui aujourd'hui sont encore un peu en stress et qui s'attendent à tout prix à ce que le marché monte. Et que voilà. Mais je ne crois pas trop en fait. Autour de moi, j'ai que des gens qui ont envie d'acheter du Bitcoin plus bas que le prix actuel. Il n'y a personne qui se dit qu'en fait aujourd'hui c'est peut-être le moment d'acheter. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui se disent tiens, 20 000 c'est un bon prix, j'achète. Je regarde mon entourage, mes amis, tout ça. Il y en a peu qui m'appellent et qui me disent oui, comment je fais pour acheter du Bitcoin, c'est super intéressant, le prix est faible, etc. Il y en a un qui l'a fait. Ouais, c'est vrai, il y en a un qui l'a fait. Mais croyez-moi, quand le Bitcoin était sur les 50, 40, 60 000, il y avait beaucoup plus de gens qui me sollicitaient, des amis ou de la famille qui savent que je fais des vidéos sur YouTube sur les crypto-monnaies, qui m'appelaient et qui me disaient voilà comment je fais pour acheter du Bitcoin. Ils étaient vraiment dans l'action, c'est-à-dire qu'ils voulaient acheter du Bitcoin directement. Je dis du Bitcoin, mais en fait plus largement des crypto-monnaies, mais en sachant qu'ils n'y connaissaient pas forcément grand-chose. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'on est peut-être sur un moment clé et qu'aujourd'hui on arrive dans une période de temps où ça peut être intéressant. C'est clair et net aussi, et ça c'est peut-être un des éléments techniques qu'on peut prendre en compte. J'ai quand même beaucoup moins de vues sur mes vidéos, par exemple. Voilà, 800 vues. Alors, faire en dessous de 1000 vues, ça m'était pas arrivé quasiment depuis la création de la chaîne, en fait. Donc, je dis pas que... Voilà, peut-être, parce que moi, je fais pas de publicité non plus. J'ai un contenu un peu spécifique avec des analyses graphiques, c'est peut-être pas ce qui intéresse les gens. Donc, oui, par rapport à d'autres youtubeurs, peut-être que j'ai des performances un peu moins bien ces derniers temps que ce que j'aurais peut-être dû avoir. Mais malgré tout, c'est quand même la première fois depuis 1 an et quelques que j'ai en dessous de 2000 vues. Ce qui ne me gêne absolument pas. Allez pas me dire dans les commentaires, oui, t'inquiète pas, ça tout va bien. Non, mais je sais que tout va bien. Et puis de toute façon, moi, peu importe le nombre de vues, tant qu'il y a des personnes qui regardent et qui apprécient, et c'est ce que je constate, et je continuerai. C'est pas le sujet de ce que je voulais dire ici. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est peut-être un élément qui me laisse penser également que c'est un bon moment pour investir dans les cryptos. Alors on va enchaîner avec l'UST. On va faire ça, tiens, on va faire ça de façon très rapide parce qu'en fait, je vais vous mettre un article directement dans la description que je vous invite à lire. Moi, je l'ai lu en diagonale en fait, et il faudrait que je me renseigne un petit peu plus si je voulais vous en parler en détail. Mais grosso modo, il y a plusieurs propositions qui consisteraient dans le futur à repeg, c'est-à-dire à remettre l'USTC sur les 1 $. Ça pourrait prendre des années à se faire. Il ne faut pas s'attendre à ce que dans 2 mois, ça soit à nouveau sur le prix des 1 $. Donc spéculer sur le prix de l'UST reste quand même très risqué. Hein, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, par exemple, il a perdu 20% de sa valeur. Moi, j'ai de l'UST et je vais le hold sur du long terme en espérant un repeg.
parce que je l'ai depuis longtemps et qu'aujourd'hui ça ne vaut plus grand chose. Ça représentait pas une somme énorme de mon portefeuille total, donc même avant le crash. Donc c'est pas quelque chose qui me gêne spécialement. Mais c'est vrai que vu que maintenant ça vaut plus grand chose et qu'en plus il y a plusieurs propositions qui permettraient peut-être dans le futur de le repeg, eh bien je vais les conserver. Après, est-ce que je jouerai un trade sur l'UST en espérant qu'il remonte $1? Là, peut-être pas. En tout cas, pas parce que je le ferai pas parce que j'en ai déjà. Si j'en avais pas, peut-être que je le tenterai. Hein, qui sait, ça peut toujours être intéressant de le faire. Voilà, on voit que donc si on se met sur 14 jours, on a eu cette hausse qui s'est opérée et cette petite chute, voilà, qui est en cours. Peut-être qu'il y aura des opportunités à saisir pour essayer de trader sur ce token. Mais c'est pas quelque chose que je vais spécialement faire. Donc cette hausse, elle est liée à ce qui est expliqué dans cet article. Je vous invite à le lire, je vous le mets dans la description de cette vidéo. Moi je l'ai lu en diagonale et peut-être que j'en ferai une vidéo spécifique quand je l'aurai bien plus approfondi que ce que je l'ai fait en fait ce matin. Ceci étant dit, on va continuer avec quelques analyses et on va regarder, donc comme je le disais, XTZ pour commencer. Alors regardons tout d'abord le weekly. Donc c'est intéressant, au niveau du RSI on constate la même divergence que sur le Bitcoin. Hein. Alors est-ce que je suis en train de vous dire des bêtises? En tout cas sur les clôtures, non, on est plutôt sur un point bas. Oui, non, c'est ça, on est sur un point bas et le RSI monte. Donc oui, on constate la même chose que sur le Bitcoin. Si je dézoome un peu sur le graphique, on voit quand même donc, qu'il avait atteint un prix d'approximativement $9. Donc ça c'était en septembre 2021, donc il y a un an, pour aujourd'hui se retrouver sur les 1,35$. Et donc casser plusieurs points bas. Tout d'abord, on a cassé ce point bas, on a cassé ce point bas, voilà, on les observe, hein, ces différents points bas. Vous voyez, on aurait pu venir s'appuyer sur cette ligne pour rebondir, ça n'a pas été le cas puisqu'on est entré dans un réel bear market, celui qu'on connaît aujourd'hui. On est revenu sur ces niveaux de prix-là, voilà. Ces niveaux de prix-là qui sont ceux de janvier 2021 approximativement. Donc c'est une crypto-monnaie qui selon moi a un potentiel énorme, donc on ne va pas rentrer dans les détails fondamentaux de Tezos. En revanche, on va regarder un peu la partie graphique. On observe que là, si on reprend toute cette hausse, on est revenu en dessous des 90. Donc là, pas besoin de mettre ce Fibo, on sait que la localisation est pertinente. Au niveau du graphique, on voit que sur le RSI, il y a peut-être éventuellement un début de divergence qui s'opère. C'est ce que j'ai constaté avec vous juste à l'instant. Et si on zoome un peu, on va se mettre par exemple en daily. Voilà, comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que là, on ne fait pas de plus bas pour l'instant, que pareil, on a un RSI qui monte. On a une sorte, regardez ici, hein, de contraction qui s'opère sur le cours. Contraction qui peut-être pourrait ne pas en être une si jamais on vient faire un plus bas très rapidement ici. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On voit que là, les bougies journalières, elles ont des volumes, enfin en tout cas des écarts de fluctuation de plus en plus faibles ici. Donc on est dans ce canal de contraction. Et là, en fait, ce que ça nous indique, c'est qu'on a besoin de déterminer un sens. C'est qu'aujourd'hui, il faudrait venir casser ça par le haut afin de se dire que potentiellement on pourrait renverser la tendance pour venir chercher ce niveau-là et donc former ce W, vous voyez. Mais tant que ça c'est pas fait, en fait, il y a toujours cette incertitude de casser ça par le bas et de faire un nouveau plus bas et à ce moment-là, la tendance baissière continuerait. Donc, ce qu'on peut dire en fait, de façon plus concrète sur XTZ, c'est que dans le cas, voilà, où cette première indication qui est donc la divergence serait confirmée par la suite et dans le cas où on aurait un W, etc., ça pourrait être intéressant de mettre un petit billet maintenant. Pourquoi? Parce que là, le prix est quand même vachement faible. Si jamais vous achetez sur les confirmations, vous risquez de le payer beaucoup plus cher aussi. Donc après, c'est un peu tout le jeu de l'investissement. C'est pour ça que les paliers, pour moi, c'est la solution idéale. Mais c'est un peu le jeu de l'investissement. Est-ce que vous voulez attendre des confirmations ultimes, c'est-à-dire le RSI qui confirme la divergence? Alors là, je suis en daily, mais on le verrait également hein, en weekly. Le cours qui vient casser cette trendline pour commencer. Le cours qui vient casser ce niveau-là pour enfin avoir cette réelle confirmation de marché haussier qui s'opère. Avec un plus haut qui est plus haut que le précédent. Et donc là, vous l'achèteriez à 2,20$ par exemple. Avec plusieurs semaines consécutives ou plusieurs journées consécutives dans le vert. Moi, ça, c'est quelque chose qui me gêne. J'aime pas faire ça, attendre toutes les confirmations pour acheter. Parce que si ça fait ça, vous avez énormément de bougies vertes. Moi, honnêtement, ça m'embête d'acheter parce que souvent derrière, il y a des retracements. Alors vous allez me dire, oui, mais alors dans ce cas, achète le retracement. Oui, mais là, en fait, le retracement, il va me permettre d'acheter, par exemple, ici, à 1,92$, mais ça reste beaucoup plus haut que les prix actuels. Donc mettre un tout petit billet déjà sur des prix actuels, par exemple 10% de ce que je veux acheter d'XTZ, si jamais j'étais un nouvel arrivant et que je souhaitais investir dans ce token, eh bien, ça serait pourquoi pas pertinent. Je continue avec Ada Cardano ici. Regardez, on observe que, contrairement à Tezos, que l'on vient de regarder précédemment, on a vraiment un canal baissier en daily et pas un canal haussier. Donc c'est pas forcément négatif non plus,
Surtout que là, également, on voit un RSI qui monte. Donc là, on a, pourquoi pas, cette divergence. Alors cette divergence, on n'est pas encore sûr qu'elle aura lieu. Vous voyez que là, on est sur un point bas sur le RSI. On peut aller le percer, etc., avoir une descente aux enfers, etc. Et on voit il est quand même plus bearish, concrètement, il est quand même plus bearish que Tezos, ce token. Et souvent, ben, on aime bien acheter les tokens qui sont bearish et qui ont un fort potentiel. Parce que derrière, s'ils ont un fort potentiel sur le long terme, ben, ça peut être intéressant. C'est le cas, je pense, de Ada Cardano. Donc là, c'était pour vous montrer un peu la différence. C'était pas forcément pour refaire une analyse complète de Ada Cardano. On voit que quand même, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi avec ce token. Et c'est là qu'on voit sa résilience, sa résistance. C'est qu'il vaut 39 centimes et que en 2020, il en valait 9. Ça veut dire qu'il y a eu une réelle prise de valeur qui s'est opérée sur ce token. Alors que Tezos, c'est pas le cas, hein. On pourrait même quasiment dire qu'il y a une perte de valeur, hein, par rapport à 2020. Vous voyez, donc c'est là aussi c'est là qu'on peut aussi différencier les crypto-monnaies les unes des autres. C'est par rapport à ça, et c'est assez intéressant de le faire, hein. Ça permet de voir en fait. Si on oublie complètement le bull run qui s'est passé avec de la surspéculation, etc., de voir quelles crypto-monnaies ont pris de la valeur par rapport à l'avant et lesquelles sont revenues plus bas ou alors au même niveau que précédemment. C'est un travail assez intéressant à faire. On sait que le Bitcoin est plus haut qu'avant bull run, puisqu'il naviguait entre 3000 et 14 000 dollars avant le bull run, le Bitcoin. Donc voilà, l'Ether également, il naviguait entre les 100 et les 300 dollars. Donc ce sont des crypto-monnaies résilientes. C'est les deux premières du classement. Regardez, Ada Cardano, il est pas loin. Il est, attendez, hop, il est, voilà, 8e. Donc généralement, celles qui sont dans le top comme ça ont plutôt ce contexte d'avoir des prix actuels plus élevés que précédemment. Alors que les cryptos qui sont dans le top 100, 200, etc., il y en a beaucoup qui sont revenus sur le même prix qu'avant, voire plus bas. Donc c'est quelque chose d'intéressant à noter. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit que de toute façon, c'est toujours plus intéressant et plus sécure, plus sûr d'investir dans des blue chips sur le long terme. Quand vous voulez faire de l'investissement long terme dans les cryptos, choisissez des cryptos du top 50. Voilà. N'allez pas chercher des cryptos du top 500 ou du top 1000. Parce que même si vous si vous mettez sur du long terme et que vous regardez jamais les prix et que vous faites ça vraiment sans trop vous attarder dessus, en fait, ça vaut pas le coup d'acheter des cryptos qui sont top 500. Parce que même si elles font x100 à un moment donné, peut-être qu'elles vont à nouveau reperdre toute la valeur qu'elles ont eue. Et si vous n'avez pas été devant votre PC à ce moment-là, vous n'allez même pas le savoir. Donc si vous êtes très actif, etc., vous pouvez prendre une petite partie de votre portefeuille pour le consacrer à des tokens qui sont top 500, top 1000, mais voilà, tout en sachant qu'il faut regarder leur prix régulièrement pour essayer d'identifier ces sortes de bulles, hein, et revendre à ces moments-là. À ce moment-là, c'est vraiment du trading. Vous n'allez pas acheter ces cryptos parce que vous croyez forcément énormément au projet, juste parce que vous croyez en le fait qu'il va y avoir un engouement, que ce soit par rapport au marketing qu'ils vont faire ou autre, à un instant T. Alors que si vous achetez du Bitcoin ou de l'Ether, vous achetez quelque chose qui a déjà prouvé sa résilience depuis des années, depuis 2009 pour le Bitcoin, depuis 2016 pour l'Ether. Donc ça reste quand même récent à l'échelle d'une vie entière, parce que les cryptos c'est récent. Mais voilà, ils ont prouvé leur résilience sur cette dernière décennie. Alors que, il y a d'autres cryptos qui sont plus récentes. Même dans le top crypto, il y en a des plus récentes. C'est pour ça que malgré le travail de se dire, voilà, il y a des blue chips, etc., faut se renseigner sur les projets, voir ce que c'est, depuis quand ça existe, qu'est-ce qu'ils proposent, à quoi ça sert concrètement. C'est comme ça qu'on peut choisir nos investissements, en tout cas je pense. On va enchaîner maintenant. Allez, je vais en faire une dernière, ça sera VET par rapport au dollar. Alors VET, on est dans la localisation, en dessous des 90, on a énormément retracé, hein. Regardez, il a touché ici les 27 centimes, aujourd'hui le prix est de 2,2 centimes, donc une division à peu près par 10 du prix de ce token. Malgré tout, si on regarde ici en mars 2020, donc le token était à peu près à 2,04 et là donc on est quand même sur un x10 en fait presque. C'est intéressant de voir ça, hein, parce que quand vous voyez ça à l'écran, vous dites pas qu'entre le prix qui est ici et le prix qui est là, il y a un facteur 10, mais en fait c'est le cas je pense. Regardez, si je fais ça, tac tac, 500, 600, ouais, ça dépend du prix exact, mais voilà, il y a quand même un facteur assez important. Donc on peut dire qu'il y a une certaine résilience sur ce token et qu'effectivement ce projet, a priori, a quand même pris de la valeur. Si on nommait cette partie spéculative excessive de tout le marché crypto, on peut dire que le VET a quand même fait un x6, x7, grosso modo. Si je zoome un petit peu sur VET, VeChain, on observe que là, on est plutôt sur une latéralisation avec, pourquoi pas, une petite et légère hausse qui est en train de s'opérer et vraiment une perte. Alors, je ne sais pas si on arrive bien à le voir, mais vraiment, ces dernières bougies journalières sont vachement moins volatiles que celles-ci. Vous voyez, on est dans un désintérêt total, que ce soit sur le Bitcoin ou n'importe quelle crypto, hein, bien sûr. Honnêtement, on est sur quelque chose d'à peu près similaire à Tezos. Je pense pas qu'il y aurait des choses différentes à dire en fait. Je vais essayer de zoomer un peu, je vais essayer de voir quand même avec vous ce qu'on peut constater.
Tiens, j'arrive à voir une sorte de ligne de tendance qui se dessine ici. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant à voir. Pourquoi? Parce que, alors, je vais essayer de la mettre proprement. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me mette en ligne pour... Voilà, elle est assez propre ici. On voit qu'ici on l'a dépassé légèrement, mais on observe que il y a une touche ici, deux touches, et la troisième touche récemment. Donc c'est une ligne de tendance qu'on aimerait bien voir casser pour avoir des confirmations à la hausse. Donc pour la casser, il faudrait que le cours vienne chercher à peu près les 26, pour peut-être même confirmer à 27. Et derrière, vous voyez, c'est un peu la même chose que sur Tezos, il faudrait venir chercher au-dessus des 31 pour enfin avoir cette confirmation, pourquoi pas, d'un W et donc d'un marché haussier par la suite. Qui d'ailleurs pourrait ne pas être haussier directement. Vous voyez, on peut très bien zigzaguer comme ça et avoir une sorte de canal qui se dessine. C'est ce qu'on constate assez régulièrement. Après, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir sur les cryptos une hausse assez puissante, assez rapide, qui empêchera les personnes d'acheter des prix intéressants, sans retour de 61,8, sans retour de 38,2 même peut-être, même pas de premier arrêt pour aller assez haut rapidement avant de chuter. Et là, à ce moment-là, en fait, si ce scénario se produit, bon là je généralise aux cryptos en général, mais si le scénario d'avoir une hausse assez puissante s'opère à la fois sur les altcoins et sur le Bitcoin, eh bien j'aurais tendance à penser que ça sentirait mauvais pour la suite. Parce que plus on monte rapidement sans laisser l'opportunité aux gens d'acheter, et plus finalement on donne envie aux gens d'acheter au mauvais moment, et derrière, bim, peut-être que la chute suivante pourrait nous amener encore plus bas que le plus bas précédent. Donc si ce scénario se produit d'avoir cette hausse très rapide, j'aurais tendance à penser que derrière le bottom sur le Bitcoin par exemple n'a pas probablement pas été encore trouvé. Mais c'est ce qu'on suivra ensemble hein, sur la chaîne, on essaiera d'identifier un peu tous ces phénomènes. Ce qui est sûr, c'est que là, voilà, au niveau de VeChain, de la même façon que ce qu'on a vu sur Tezos, hein, c'est carrément similaire comme graphique ici. Ça peut être intéressant de mettre un petit billet maintenant, plutôt que d'acheter les confirmations qui vous le feraient acheter 30 ou 40% plus cher que le prix actuel. Voilà. Donc je pense que ça peut être pertinent. Et comme je le dis, ça peut arriver d'avoir des hausses très puissantes, très rapides. Par exemple ici, vous voyez que cette hausse est quand même violente. Et quand ça se passe, généralement, on attend des retours de 61,8, etc. Et des fois, ça ne se passe pas en fait. C'est pour ça qu'on ne regrette pas d'avoir acheté en fait des points bas, parce que des fois, ça monte et on n'a pas de neckline, on n'a pas de retour sur neckline, etc. Au final, à chaque fois, on met des ordres, ça passe pas. Ou alors ça s'arrête juste avant, ça monte. Franchement, honnêtement, je parle avec expérience. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de vouloir acheter les confirmations, d'attendre des necklines, d'attendre des petits retours et qu'en fait ça ne se produise pas. Et ensuite, quand je monte mes ordres d'achat plus en plus haut en me disant bah voilà quand même là on va y revenir, etc. Et bah le jour où on y revient, bah en fait c'est pour chuter vraiment quoi, vous voyez. C'est vraiment le piège en fait. C'est pour ça que j'aime pas acheter les confirmations en réalité. Donc en même temps, je vous partage un peu mon expérience hein, sur cette chaîne. J'arrive sur la fin de l'émission. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.